Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Imminente Revue. Alors je vous rappelle le principe, l'Imminente Revue, ça consiste à regarder le zapping de la chaîne Vue, France Télévisions, donc qui est le même principe que le zapping que vous avez pu connaître dans les années 90-2000. Et l'objectif, c'est de justement voir cette compilation d'extraits des 24 dernières heures télévisuelles et d'avoir quelques retours, quelques analyses en fonction des sujets pour justement essayer d'aller plus loin que ce que la télé peut nous présenter à travers soit des lectures, soit des auteurs. Alors, mais avant toute chose, vu que c'est un format qui, est souvent démonétisé parce que, effectivement, vu que c'est des revues de la télévision et qu'il y a parfois des scènes choquantes, etc. Donc, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas donc déjà à vous abonner, n'hésitez pas à découvrir la chaîne principale Éminence Grise ici, donc qui est une autre chaîne que celle sur laquelle vous êtes actuellement, mais qui parle de sujets un peu plus générique sur le pouvoir, sur la politique, sur l'histoire de l'organisation des sociétés. Donc il y a à peu près un peu plus de 60 vidéos longues plus tous les shorts. N'hésitez pas à y aller, on apprend vraiment beaucoup de choses. Il y a un peu plus de 28 000 abonnés maintenant. Donc venez renforcer cette communauté, cette éminente communauté. Ici c'est la chaîne Éminence Stream, donc sur laquelle effectivement je fais du contenu, on va dire plus régulièrement et surtout plus tranché, parce que là je donne vraiment mon avis un peu plus partisan. Et aussi je réacte à des trucs qui sont tout simplement hallucinants. Vous voyez par exemple là dans cet épisode on a parlé d'Édouard Philippe, archétype de la mafia d'État, en reprenant un livre de Vincent Jauvert. Là on a parlé de la fin de Reconquête. On a parlé des émeutes en Angleterre, de la fragilité catholique par rapport aux événements de la cérémonie d'ouverture des JO. Et puis on a aussi une playlist comme la Bible idéale, livre pour esprit solide, où effectivement on va parler de livres que j'ai lus qui ont vraiment eu un impact important sur ma pensée, ma perception de la culture, et que je vous invite à découvrir à votre tour. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter, télécharger mon livre Le Pantouflage, Liberté individuelle ou Fléau démocratique. Et puis si vous êtes curieux et que vous aimez bien les objets rares, vous pouvez faire un tour sur ma boutique eBay. Donc là pour l'instant il n'y a que 3 objets, mais je vais l'étoffer dans les jours qui viennent. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc on va passer à notre éminente revue. Donc la dernière que j'avais faite, c'était sur Pro et le climato-scepticisme. Celle sur Hanouna, bon, on va pas la... je l'ai vue, mais elle n'est pas ultra intéressante. Par contre, celle-là, elle est intéressante. Netanyahou félicite CNews. Et ça, je ne l'ai pas encore vue. Donc on va aller regarder. J'ai déjà fait une capsule sur Alain Finkielkraut et sur comment il parlait de la nazification d'Israël à cause du génocide, qui n'est pas selon lui un génocide, parce que vraiment, il ne faut pas utiliser ce genre de terme, c'est trop important. Mais voilà comment en fait le gars il patauge dans son propre sophisme, et c'est un peu comment après 45 ans de télévision philosophique, on peut arriver à un tel naufrage de la pensée, quoi. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui est un peu longue, mais où on apprend plein de trucs. Et allons-y pour cette éminente revue. Alors là elle est en 1.5, on va la mettre en 1.25 pour pas que ça aille trop vite non plus. Donc voilà, il y a toujours un petit disclaimer avant que ça commence. Au Proche-Orient, l'armée israélienne dit avoir éliminé Hachem Safieddine, successeur potentiel d'Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah. Il y a beaucoup de désinformation à la télé, donc j'apprécie que votre chaîne combatte pour la liberté, puisque vous combattez pour la civilisation judéo-chrétienne qui a donné tellement au monde et qui est attaquée par le fondamentalisme islamique. Oh la vache! Enfin, vous imaginez seulement si ce serait Poutine ou si ce serait Xi Jinping, ou même ce serait n'importe quel conflit qui ne serait pas directement allié de la France, qui viendrait sur un plateau de télévision française et qui aurait ce genre de discours, comment ça choquerait. Et même, de toute façon, c'est hallucinant. Il y avait déjà eu ce truc-là avec Olivier Rafovitch, qui est le porte-parole de l'armée israélienne, qui avait félicité BFM
pour sa neutralité du discours, sur sa neutralité sur la comment dire la couverture du conflit israélo-palestinien. Enfin, je veux dire, à quel moment des cadres du Hamas ou des cadres libanais ont été, ou des cadres du Hezbollah ont été invités sur les chaînes de télé ou ont donné leur avis sur la chaîne télé pour avoir leur point de vue du conflit. On peut très bien les considérer comme des groupes terroristes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais là, on a quand même un État démocratique qui a bombardé massivement une bande majoritairement peuplée de civils, qui a fait des dizaines de milliers de victimes, qui va en faire certainement encore des milliers, des dizaines de milliers de malnutrition. Enfin, c'est des gens, ils ont tout perdu. À Gaza, vous avez les gens, ils ont perdu leur maison, leurs souvenirs, tout ce qui faisait leur vie, ils ont tout perdu. Et ils peuvent peut-être même pas reconstruire. Mais c'est pas du terrorisme, c'est la guerre. Je veux dire, c'est juste hallucinant, quoi. Vous voyez un peu la différence de discours. Moi, personnellement, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse, là, cette séquence-là. Et à la limite, déjà que lui soit invité, bon, allez, c'est leur position, ils s'en cachent même pas. Mais de se faire féliciter par un type qui, peut-être, dans une dizaine d'années, sera jugé pour crime de guerre, parce qu'il y a vraiment des trucs... ça a été d'ailleurs prouvé par des décisions de l'état-major qu'ils ont préféré bombarder massivement la bande de Gaza, quitte à sacrifier les otages, plutôt que de prendre le risque de ne pas toucher leur cible et pour sauver des otages, quoi. Enfin, ça a été prouvé. Guillaume Ancel, le ancien colonel de l'armée de terre, l'a démontré et le prouve dans toutes ses interventions. Donc voilà, c'est ça, quoi. C'est hallucinant. Moi, perso, ça me choque. Voilà. Enfin, vous imaginez, enfin, vous avez des gens là-dedans, des civils, des familles. Enfin, vous êtes probablement qu'en France, vous aussi, vous habitez dans ce genre d'immeuble. Vous avez votre famille qui habite ou vous connaissez des gens qui habitent dans ce genre d'immeuble. Vous imaginez ça arrive? Enfin, je sais pas, moi, je serais effondré. Ça me perturberait de fou. Enfin, je sais pas. Voilà. Autre danger recensé par les cueilleurs d'olives, celui des colons israéliens. Ce jour-là, des hommes armés de bâtons viennent attaquer nos livrets proches de Ramallah. Les violences seront évitées de justesse. Les soldats israéliens les empêchent d'aller plus loin. Et ce type d'incident se multiplierait depuis quelques mois. Gisèle Pelicot s'est adressée à son ex-mari. « Je suis une femme totalement détruite. Je ne sais pas comment je vais me reconstruire, me relever de tout ça », a-t-elle dit. Je voulais que toutes ces femmes victimes de viol puissent dire « Madame Pelicot l'a fait, on peut le faire ». Ce n'est pas du courage, c'est de la volonté et de la détermination à faire avancer cette société. Minuit. C'est une folie aussi, cette histoire des... Moi, je sais pas si vous avez suivi un peu vraiment l'affaire, si vous êtes intéressé à l'affaire, mais c'est une folie. Moi, par contre, ce que j'ai appris dans tout ça, c'est que... Parce que moi, je regarde aussi des contenus sur les statistiques de l'inceste, les statistiques des violences sexuelles, tout ça. Faut se rendre compte qu'en France, on est quand même un pays où on a l'impression que il faut pas en parler de tous ces trucs-là, mais il y a quand même un enfant sur 10, statistiquement, qui a été victime... C'est-à-dire que sur une classe de 20 élèves, il y a potentiellement 2 élèves dans la classe qui ont été victimes de violences sexuelles, ou qui vont être victimes dans leur vie. Ça fait quand même, en moyenne en France, 6 millions de personnes. C'est gigantesque. Et là, l'affaire Pelicot, c'est une cinquantaine de types, des profils tout à fait banals, des profils inintéressants, de gens comme vous et moi, des anonymes, qui n'intéressent personne le reste du temps, le reste de l'année, qui ont fait ça, quoi. Et au-dessus de tout ça, le mari qui a caché ça à sa femme, qui a caché ça à sa famille. Enfin, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du truc? Mais là, ça a fini. Et puis ça a fini par éclater. Pourquoi? Parce qu'il y a un vigile qui avait surpris Dominique Pelicot filmé sous les jupes de clientes dans un magasin. Et heureusement, ce vigile a eu l'acte citoyen de dire mais c'est dégueulasse ce qui se passe, il faut qu'on le prenne en flag, et une fois qu'on l'a pris en flag, il faut qu'on dise à la personne qu'elle doit porter plainte, parce que si elle porte pas plainte, il peut pas y avoir d'affaire. Donc le mec, il aurait pu rentrer chez lui, supprimer toutes ses vidéos ou les stocker ailleurs, et il aurait pu continuer. Enfin, vous imaginez quand même l'enchaînement. Alors il y en a, ils vont dire
c'est la divinité, c'est la providence. Hein. Il y en a d'autres qui vont dire c'est le hasard, c'est la chance. Moi je vais dire voilà, c'est le hasard, c'est la chance, parce que si tu me dis que c'est la divine providence, alors qu'est-ce qui fait que tout ce qui ne sort jamais, qui ne sortira jamais, ou qui ne sortira qu'à la mort des présumés coupables, fait que ça a été couvert? C'est quoi? C'est la divine providence qui a permis à ces gens-là d'être couverts? Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je peux pas croire à la divine providence dans ces cas-là. Mais non, c'est un type c'est un vigile qui a fait son acte citoyen, son devoir de vigile, de citoyen, qui a prévenu la gendarmerie, qui a permis à la personne de dire qu'il faut vraiment que vous portiez plainte, qui a permis de remonter à ça et qui a fait découvrir ça. Et derrière ça, 50 mecs qui ont profité d'une femme... bref, hallucinant. Vraiment, c'est fou. Moi, ça fout les jetons, hein, franchement. La nuit dernière, vif applaudissement dans les rangs de la gauche. L'Assemblée a adopté la surtaxe sur les hauts revenus. Une surtaxe définitive, alors que le gouvernement souhaitait un dispositif exceptionnel, limité à 3 ans. Un vote obtenu grâce aux voix du MoDem, pourtant allié du gouvernement, du RN et du nouveau Front populaire, fervent défenseur d'une taxe pérenne et non temporaire. Ouais, vous inquiétez pas, la taxe pérenne, elle va vite être démantelée par un autre truc dans un autre gouvernement. Hein. Le Parti socialiste, lui, met en garde. Aucun 49.3 ne doit revenir sur cet acquis, dit Olivier Faure. Car le gouvernement pourrait y avoir recours pour adopter le budget. Le Conseil des ministres vient d'autoriser la possibilité de l'utiliser. Ça me régale. Ils n'ont pas compris qu'en faisant ça, ils vont déchaîner les enfers. Auprès de 6 Français sur 10, ce serait inacceptable que le vote du budget, qui est en plus un texte important, un texte très politique, soit adopté par un 49.3. Dans le monde, il y a une crise des démocraties et une disparition de liberté de plus en plus inquiétante. Aujourd'hui, la résistance, c'est une résistance de l'esprit d'abord. Oui, il a raison, mais c'est pas une crise des démocraties, c'est une crise de l'économie capitaliste. En fait, la démocratie en soi, elle fonctionne si tout le monde y trouve sa part. Si tu dis qu'il y a du travail pour tout le monde, que ce travail, enfin, on s'entend pour tout le monde, hein, pour la très grande majorité des gens, tu vois, pour tous ceux qui veulent travailler, il y a du travail, et pour tous ceux qui veulent vivre de leur travail, ils peuvent en vivre, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, c'est même pas un problème de démocratie. Il y avait une interview sur Mediapart à propos du régime, je crois, du régime gouvernemental thaïlandais, je crois, qui est un régime libéral mais autoritaire, autocratique. Et en fait, même les classes moyennes, donc les classes moyennes éduquées de Thaïlande, qui ont accès à une culture, qui ont accès à un certain niveau de savoir, de connaissance, et ben, ils acceptent un gouvernement beaucoup plus autoritaire que démocratique, parce que derrière, ils ont des garanties que ce gouvernement, certes autoritaire, mais va leur permettre de développer des business, va leur permettre de développer de la propriété privée, et va leur permettre d'avoir accès à un certain niveau de sécurité, un certain niveau de vie. Donc en fait, moi, c'est ce que je m'aperçois, c'est que les gens, ils seraient prêts à voter le RN si demain le RN avait un programme du NFP. Il serait, voire même avait un programme économique qui ferait que on se retrouverait dans la France d'avant la crise de 2008. Tu vois, avec plus de travail, moins d'inflation, plus de capacité à investir, plus de capacité à avoir même un meilleur niveau de vie, tout simplement. Donc la crise des démocraties, elle est avant tout une crise économique. Quiconque a l'impression que le pays démocratique dans lequel il vit, son niveau de vie il est réduit parce que son emploi disparaît, parce que l'inflation le bouffe, parce que il n'a pas de capacité d'évolution, parce qu'il est coincé entre ses crédits, ses factures et son salaire, il serait prêt à voter pour un régime autocratique. Peut-être même il serait prêt à voter pour un régime communiste si ça lui garantissait un retour, entre guillemets, à une vie meilleure. Et bon, ça c'est la promesse du communisme, mais après, moi personnellement, je trouve qu'à l'échelle nationale, c'est pas jouable. Mais voilà, ou alors il faudrait qu'il y ait toute une génération qui soit rééduquée à ce que c'est que l'économie communiste et qu'il y ait vraiment des contre-pouvoirs très très costauds, parce que on peut dire ce qu'on veut de la démocratie et de la corruption en démocratie, mais la corruption dans un régime communiste, évidemment que ça existe aussi. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des syndicats qui ont perdu... qui ont perdu de leur aura, parce qu'ils ont fait tellement d'entrisme, ils ont fait tellement de favoritisme entre membres du parti, entre membres du syndicat, que si tu faisais pas partie du syndicat pour X raisons, bah t'étais ostracisé, et donc tu disais mais en fait c'est ça votre principe de l'égalité, c'est de dire si on fait pas partie, si on n'est pas d'accord avec vous, bah on est éjecté. Bah c'est pas mieux que n'importe quel autre parti du coup. Hein.
de ne pas céder à l'hystérie collective, de ne pas céder aux mensonges, de résister à soi-même et de créer autour de soi, si possible, des oasis de fraternité. La colère des agriculteurs comme il y a un an. Du purin devant les portes de la préfecture de Châlons-en-Champagne. Mais de fait, il y a des organismes de solidarité qui se mettent en place. Par exemple, quand vous avez l'image des banlieues avec les émeutes et tout ça, pendant la crise du Covid, il y avait énormément d'habitants des banlieues et des cités qui faisaient preuve de solidarité en allant faire les courses des plus anciens, en permettant à des gens isolés d'avoir accès à de la nourriture, d'avoir accès à des produits d'hygiène, parce que les personnes âgées ne pouvaient pas sortir, leurs familles ne pouvaient pas sortir, donc c'était les gens autour. Il y a eu ça, il y a eu des actes comme ça. C'est pareil dans les villages. Quand là, il y a des catastrophes d'inondation, il y a tout le village et il y a tous les habitants autour qui donnent un coup de main. C'est preuve de solidarité. Elle existe, cette solidarité. Ça s'appelle les associations, ça s'appelle... mais ces solidarités-là, elles sont menacées d'une par un manque d'investissement de l'État, parce que l'État cherche à faire des économies, un manque d'aide de la part des plus fortunés, parce que quand ils ont supprimé l'ISF, d'un seul coup, il n'y avait plus besoin de défiscaliser toute une partie des revenus. Donc il y a eu, vous regardez, ça se trouve encore sur Internet, chute des dons aux associations suite à l'ISF. Je crois que dans les 6 mois après la suppression de l'ISF, donc en 2017-2018, il y a eu une baisse de quasiment 40 à 50% des dons aux associations d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que les gens, c'est juste, ils sont pas solidaires de base. Les gens, ils cherchent juste à défiscaliser. C'est tout. À Pau, des pneus déversés devant les bâtiments publics, des mouvements dans toute la France. Hier soir à Rodez, les agriculteurs plantent des mannequins pour manifester leur détresse. L'État qui nous aime, qui est là, bienveillant, c'est ce même État, main dans la main avec l'Europe, qui fait rentrer des denrées alimentaires du monde entier, des denrées alimentaires à bas coût. Donc le double jeu, c'est terminé. C'est terminé le double jeu. Et donc nous avons exploité la dernière vague de cette enquête avec des collègues, de cette enquête européenne sur les conditions de travail. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la France est en queue de peloton. Elle est dans la pire position pour ce qui est des conditions de travail physique, pour la pénibilité physique, mais aussi pour la charge émotionnelle, les discriminations au travail, le sentiment d'être bien payé pour le travail que l'on fait, le soutien des collègues. On ne peut pas respirer. Il y a trop. Il y a trop. C'est une très bonne émission, ça, c'est ce soir. Si vous êtes du genre à vous poser des questions et même à regarder des choses qui vont contre votre avis, il faut regarder ce soir, c'est généralement assez intéressant. Alors après, évidemment, on n'a pas le temps de... Parce qu'il y en a, je sais pas, il y a 2 ou 3 émissions par soir, généralement c'est à 22h, et puis on n'a pas le temps de lire les livres des auteurs en question. Mais si vraiment il y a des pensées quand vous regardez ces émissions-là et qu'il y a des auteurs qui vous intéressent, notez leur nom, cherchez-les sur YouTube. Souvent, vous avez énormément de conférences, d'interviews, d'entretiens. Et donc, même si vous n'avez pas le temps de lire l'auteur, mais que vous avez le temps de l'écouter en podcast, en faisant une activité ou en étant en boulot ou dans les transports, faites-le parce que vous apprenez énormément de choses, quoi. Partout, à gauche, à droite, en face, derrière, par terre, en haut. À la demande de la direction de Carrefour, 150 salariés du groupe sont à pied d'œuvre pour ramasser les produits souillés par l'inondation, des conditions dénoncées par les syndicats. Les employés n'étaient pas prêts à donner autant, sachant que beaucoup de salariés n'ont plus de voiture et sont sinistrés aujourd'hui. On les oblige à venir travailler pour remettre le magasin en état. Qui veut en finir avec le télétravail? 83% des dirigeants français prévoient un retour total au bureau dans les 3 prochaines années. On fait non et non. C'est loin de concerner tous les salariés et fonctionnaires. Oui, pourquoi? Parce qu'une fois encore, on en parlait dans une capsule précédente, où on parlait avec Finkielkraut, je crois. On disait en fait, ils ont changé le vocabulaire en parlant de collaborateurs, mais vous restez salarié quoi qu'il en soit. Vous n'êtes pas collaborateur d'une boîte, vous êtes salarié parce que vous êtes dans un contrat de subordination. Or, un contrat de subordination, ça signifie aussi avoir un certain contrôle. Alors, pas un total contrôle, ça dépend des conditions de travail, ça dépend des conditions d'exécution des tâches. Mais il est clair que je pense même le 100% télétravail, c'est pas forcément une bonne chose. Ou alors, tu peux te dire, tu vas faire une semaine en télétravail complète. Par contre, la semaine suivante, tu vas faire au moins 3 jours sur place parce que il y a des boîtes qui peuvent faire du 100% télétravail et tant mieux si toutes les générations au sein de la boîte, tous les membres de la boîte à tous les niveaux de la hiérarchie, ils ont à peu près le même âge, ils ont la même culture, ça peut fonctionner. Mais effectivement, quand tu as des gens qui ont connu un monde sans le télétravail, qui ont même connu un monde sans Internet
et qui aujourd'hui sont toujours à la tête de leur entreprise, et tu leur dis bah quand même on peut faire le télétravail, ça peut marcher pour des gens qui sont proches de la retraite, ça peut marcher pour des gens qui... Mais ça paraît difficile parce que les mecs ils ont besoin de contrôle en vrai. Ils ont besoin de contrôle, ils ont besoin d'être sûrs que vous êtes là, que vous faites vos trucs, même si au final, ça paraît bête de dire ça, mais tu te dis si tu as 3 quarts d'heure pour aller au boulot, tu te dis bah écoute, au besoin, moi je peux me connecter 10 minutes plus tôt depuis chez moi ou un quart d'heure plus tôt depuis chez moi pour gagner un quart d'heure de plus sur ma journée de travail, pour faire un quart d'heure de plus aujourd'hui. Juste je viens pas au boulot quoi, juste je viens pas physiquement. Et à la fin de la journée, peut-être que tu as fait une demi-heure de plus que tes horaires normales de boulot, mais au moins tu les as fait chez toi et entre guillemets c'est la contrepartie, tu vois. Bon, de toute façon tout ça se négocie, hein. Je veux dire au bout d'un moment l'entreprise, enfin le salarié, c'est pour ça aussi que vous n'êtes pas collaborateur, parce que finalement vous êtes dépendant de votre boîte entre guillemets elle est dépendante de vous, mais au besoin elle peut vous faire partir ou elle peut vous remplacer sur des prétextes pas fallacieux, mais bon, ils peuvent trouver n'importe quel truc pour vous aider à partir quoi. De ce pays, mais pour celles et ceux qui le peuvent, ça a été une façon de reprendre du pouvoir sur son travail, notamment en récupérant de l'autonomie sur son action au quotidien, c'est-à-dire de ne pas être tout le temps sous le contrôle de son employeur, sous le contrôle de sa hiérarchie. Et ça aussi, c'est très important. Fuir ce que le monde du travail est devenu, c'est-à-dire un endroit souvent hostile, avec des hiérarchies très fortes qui s'empilent les unes des autres, avec des ambiances délétères et avec des méthodes de management violentes. Hola, bon dia. Mais c'est dingue ce que vous faites, c'est incroyable de faire des massages dans le train comme ça, c'est unique au monde. Oui, à Rio, les voyageurs aiment beaucoup cette idée. Ça marche super bien. Simon Fieschi, je pense à ce que tu as dit, à tes doigts qui ne pouvaient plus faire des fuck. Et je te le dis, Simon Fieschi, des fuck à ta place, on les fera encore et encore. Des fuck de vie. Simon Fieschi, je pense à cette phrase qu'Albert Einstein aurait dite, qu'il y aurait une vie après la mort, parce que l'énergie ne peut pas mourir, elle circule, elle se transforme, elle ne s'arrête jamais. Et je pense à ton énergie. Simon Fieschi, qui circule en moi. Simon Fieschi, en nous. Simon Fieschi se transforme et ne s'arrête jamais, comme je n'arrive pas à m'arrêter de dire Simon Fieschi. Ouais, c'est particulier, hein, vraiment. Moi, j'aime bien la littérature, j'aime bien lire, mais il y a des trucs auxquels j'accroche moins. Donc bon, abonnez-vous à la chaîne principale Éminence Grise, abonnez-vous à Éminence Stream. Vous pouvez télécharger mon livre, Le Pantouflage, Liberté individuelle ou Fléau démocratique, et vous pouvez jeter un œil à la boutique eBay. Et puis, en dernier lieu, si vous avez envie, vous pouvez me rejoindre sur Twitter. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Bonne lecture. Salutations.